En France, quand on parle d'investissement en bourse autour de nous, on va souvent entendre que c'est extrêmement risqué, limite comme si on parlait de jouer au casino. Et ça peut effectivement être extrêmement risqué selon comment on s'y prend, mais en suivant 5 principes que j'ai pu apprendre au fur et à mesure de mes lectures sur le sujet, on va voir qu'on peut drastiquement réduire ce risque et que réduire le risque ne veut pas dire réduire son retour sur investissement. Déjà, il ne faut pas se tromper sur ce qu'on appelle le risque. Le risque, j'aime bien définir ça comme la probabilité qu'une issue négative se produise multipliée par la gravité de cette issue négative. Donc si on prend comme exemple en bourse les 3 issues négatives possibles, c'est perte totale de capital, perte partielle de capital ou performance moins bonne que le marché. Donc dans le cas, si on prend comme issue négative perte totale de capital, le niveau de risque ça va être donc la gravité de cette issue négative, donc la gravité de perdre tout son capital, donc si on prend une échelle de 1 à 5, ce serait 5, puisque c'est le pire. Et la probabilité de cette issue négative, c'est sur ce facteur-là qu'on va pouvoir jouer avec les 5 points dont je parlerai tout à l'heure. Et c'est justement pas à confondre avec la volatilité. Et c'est ça, je pense, l'erreur qui est beaucoup faite par les personnes qui ne sont pas trop familières du sujet. La volatilité, donc c'est l'ampleur et la rapidité de fluctuations, donc en l'occurrence des cours boursiers. Mais le fait que les cours varient beaucoup à court terme, ça n'a rien à voir avec le risque. En fait, on pourrait avoir un actif hypothétique dont les cours varient systématiquement de plusieurs dizaines de pourcents par jour. Mais si on avait la certitude que sur un horizon d'un mois, par exemple, cet actif était systématiquement en hausse de, je sais pas, X%, et ben alors l'actif il serait très volatile et pas risqué pour autant. Et à l'inverse, en gardant tout son argent sur son compte courant, on est 100% sûr de perdre du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Donc en pensant pas prendre de risques, en fait, on prend des risques. Donc le vrai risque, en fait, c'est de ne pas investir plutôt que d'investir. Et on peut pousser même l'analogie un peu au reste de la vie. Donc si tu tentes jamais rien, tu es sûr d'avoir une vie de merde. Donc en tentant rien, tu as 100% de chance d'avoir une vie pourrie. Et donc pareil, en pensant éviter le risque, en fait, tu prends le risque maximal. Alors qu'en réalité, ce qu'on évite dans ce cas-là, c'est la volatilité qui aurait pu nous amener des résultats meilleurs. Donc maintenant, les 5 points pour réduire son risque en bourse. Donc déjà, point numéro un, ne jamais utiliser d'effet de levier. Puisque comme on l'a vu tout à l'heure, le pire risque, c'est de perdre tout son capital. L'effet de levier, c'est justement le meilleur moyen de perdre tout son capital d'un coup. Puisque quand vous prenez du levier, par exemple si vous investissez 1000 euros avec un levier de 2, en fait, vous allez investir 2000 euros, 1000 euros de votre poche et 1000 euros prêtés par le broker. Mais si le cours de bourse baisse trop, justement on a vu que la bourse était volatile surtout, si le cours de bourse baisse trop, le broker va liquider votre position, donc la vendre à perte, pour récupérer ce qu'il vous a prêté. Donc voilà, point numéro un, ne jamais, jamais utiliser d'effet de levier. Ensuite, deuxième point pour limiter son risque en bourse, ça va être... deuxième point, ça va être investir sur le long terme. Sur le long terme. Alors pourquoi est-ce que ça change quelque chose? Hop, j'ai trouvé un petit tableau. Ce tableau, il nous montre les performances du S&P sur différentes périodes de temps. Donc on voit que sur des périodes journalières, donc il y a eu 56% des journées de trading qui ont été positives, donc avec une performance positive, et 44% avec une performance négative. Il y a eu 75% des années qui ont été positives et seulement 25% négatives. 88% des périodes de 5 ans qui ont été positives et seulement 12% négatives. Et ça monte comme ça 10 ans, 95% de périodes positives et 20 ans, 100% de périodes positives. Donc on voit que plus on investit en bourse à long terme, plus le risque diminue. Au point où si on avait acheté un ETF S&P 500 depuis 1926 à n'importe quel moment de l'histoire depuis cette date, et qu'on l'avait gardé pendant 20 ans, il n'y a aucune période où on aurait été perdant. Donc point numéro 2, ne pas faire de trading, mais investir sur le long terme. Long terme, ça veut dire au moins horizon 10-20 ans. Donc quand on achète une action, le but c'est de la garder, de ne pas la vendre pendant au moins 10-20 ans. Ensuite, le troisième point, ça va être diversifier. Alors ça c'est assez intuitif. Bon, si vous avez une seule action, déjà que vous ne l'avez pas analysée, vous risquez de tout perdre très rapidement. Ensuite, même si vous l'avez analysé, vous pouvez avoir fait une erreur, et ça même les meilleurs investisseurs font des erreurs, personne n'est immunisé. Et même si vous avez fait une analyse qui est parfaite, vous êtes trompé sur rien, il y a toujours des événements futurs qui sont imprévisibles et qui peuvent avoir un impact sur le business. Donc voilà, faut toujours diversifier, je dirais, viser au minimum un portefeuille de 10 actions. Bien sûr, on n'est pas obligé d'atteindre les 10 actions dès le début. C'est quelque chose qu'on construit au fur et à mesure en investissant ses revenus. Et par contre, je dirais de ne pas dépasser les 30 actions
Parce que pour deux raisons, en fait, déjà parce que ça devient dur à suivre, et quand on est investisseur comme ça particulier, on investit de nos revenus, on n'a pas envie que ce soit un job à temps plein. Et aussi parce que plus on diversifie, plus on va se rapprocher de la perte d'un ETF, et quitte à faire du stock picking, notre but ça va être de surperformer l'ETF. Ensuite, en quatrième point, je vais mettre analyser les entreprises. Donc analyser les entreprises, déjà ça veut dire ne pas acheter sur les conseils d'un ami, ça veut dire ne pas acheter sur les conseils d'un youtubeur, ce que j'ai fait une fois d'ailleurs et j'aurais pas dû. Donc analyser les entreprises, c'est déjà par exemple savoir lire une balance sheet. Lire une balance sheet, donc est-ce que l'entreprise a suffisamment de cash, quel est son niveau d'endettement, donc est-ce qu'elle est en risque de faillite. Aussi, c'est savoir regarder est-ce qu'elle est rentable, quelles sont ses marges, est-ce que ses marges sont plutôt en baisse ou en hausse, est-ce qu'elle génère de free cash flow, est-ce que son retour sur capital investi est élevé, qu'est-ce qu'il y a d'autre, analyser les moats aussi, les reparts concurrentiels. Donc voilà, il faut regarder tout ça dans un chiffre d'entreprise, sinon effectivement c'est du hasard. C'est comme, pour le coup, si on fait aucune analyse, ça se rapproche du casino. Et puis le dernier point, ça va être point numéro 5, valoriser les entreprises. Donc valoriser une entreprise, déjà ça veut dire porter une importance au prix auquel on achète, donc pas acheter à n'importe quel prix. Par exemple, je pense aux personnes qui ont acheté du Tesla en 2020-2021. C'est pas dit que sur le long terme ils aient un bon retour sur investissement, je pense plutôt le contraire d'ailleurs. Donc là, c'est des personnes qui n'ont pas analysé et qui en plus ont acheté des valorisations qui n'avaient aucun sens. Donc pour valoriser, il ne faut pas non plus juste regarder le PE ratio, ça suffit pas. Je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est plutôt de faire du DCF, donc Discounted Cash Flow. Je ferai une vidéo spécifique sur comment le faire, mais en fait ça consiste à estimer les free cash flow futurs. Donc en gros, on prend les revenus actuels, on les projette avec un certain taux de croissance, on applique une marge, donc une marge qu'on estime par rapport à la marge actuelle, mais on essaie de faire quelque chose de conservateur, quoi, de pas trop optimiste. Et avec ça, donc on atteint les free cash flow futurs, et ensuite on applique ce qu'on appelle un discount rate qui correspond en fait au retour sur investissement qu'on veut avoir. Donc on va par exemple mettre, si un ETF rapporte 10%, bah, on va essayer de mettre dans notre calcul peut-être 13%. Donc c'est-à-dire qu'on veut que nos investissements nous rapportent au moins 13% par an, en tout cas dans nos estimations, hein. Après si on fait mieux tant mieux, et si on fait un peu moins bien, bah, c'est pas très grave. Et donc avec le DCF, à la fin, on va atteindre, ça va nous donner un prix qui serait le prix auquel acheter l'action aujourd'hui pour obtenir justement ce retour sur investissement sur le long terme. Donc voilà, point numéro 5, valoriser les entreprises. Et c'est là où d'ailleurs acheter moins cher, en fait, va te permettre de réduire le risque et d'augmenter ton retour sur investissement. Parce que acheter la même action à 100$ plutôt qu'à 200$, bah, si tu l'achètes à 100$, le downside risk va être plus faible. Donc il y a moins de chances que l'action aille encore plus bas. Et en plus, rien que pour aller à 200, t'auras déjà fait x2. Alors que la personne qui a acheté à 200, bah elle, à ce moment-là, elle est à 0, et en plus, elle a plus de risques que ça descende à 150, 100, etc. Et c'est un principe dont Monish Pabrai parle beaucoup dans son livre The Dando Investor. Je vais mettre le lien aussi en description si vous voulez l'acheter. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur l'investissement. Et dans son livre, il utilise beaucoup l'expression Heads I win, tails I don't lose much. Donc pile, je gagne, et face, je perds pas beaucoup. Donc c'est ça le principe qu'on essaie de suivre quand on valorise les entreprises. En fait, c'est du low risk, high return. Donc voilà pour les 5 principes pour gérer son risque en bourse. Je vous mets le lien du livre en description, et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, et à plus.